Bonjour, je vais donc vous entretenir de deux domaines qui sont très différents du domaine de l'album. Quoique, puisque vous le voyez, je vais vous parler aussi des contes et du roman. Alors, ce n'est pas une provocation, mais la petite phrase que j'ai mise en exergue à cet exposé émane d'une féministe américaine qui est une spécialiste de la littérature de jeunesse. Mon approche de la question d'aujourd'hui, je voudrais la faire en posant une autre d'abord. Je crois que celle-là est peut-être aussi importante, c'est-à-dire c'est de savoir finalement de quelle littérature de jeunesse parlons-nous. Si on examine finalement celle que prescrivent la plupart des enseignants formés aujourd'hui à ce domaine, la plupart des bibliothèques formées depuis longtemps à ce domaine, eh bien, je pense qu'on n'aura pas exactement la même chose que celle qu'on pourrait trouver à travers ce qui se vend dans les lieux les plus commerciaux. Et je crois que, en effet, on pourra dire que cette littérature de jeunesse plus commerciale est incontestablement chargée de stéréotypes, ce qui ne signifiera pas que la première, celle que nous prescrivons, nous enseignants et bibliothécaires, en soit exempte. Je ne m'attacherai donc pas à décrire aujourd'hui combien les arlequins pour adolescentes, par exemple, qui encombrent les librairies, sont porteurs de conformisme ou d'inégalités sexistes. Enfoncer des portes ouvertes ne m'intéresse pas. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi la littérature pour les adultes, cette fois, n'est pas, elle aussi, taxée de sexisme, puisqu'on y trouve abondamment représentés les clichés les plus éculés, les stéréotypes les plus machistes, pour autant que l'on s'intéresse aux œuvres les plus commerciales. Voyez des collections roses du type Harlequin, des romans d'espionnage comme SAS, je vous assure qu'en matière de dénonciation, il y a du travail. Je voudrais donc surtout me pencher sur les œuvres susceptibles d'être prescrites, car ce sont celles qui intéressent les professionnels du livre que nous sommes. Je choisirai aussi de mettre l'accent sur les romans, puisque c'est l'objet de mes recherches. Et je ne vous parlerai donc pas des Martines, dont on vendait encore 800 000 exemplaires au début de notre siècle. Mais je commencerai par un détour sous d'autres cieux, l'Espagne, et dans un domaine très vendeur, celui du conte traditionnel. Le conte traditionnel représente une très grosse part du marché du livre pour la jeunesse, chez nous comme ailleurs. C'est aussi un des lieux les plus problématiques par rapport au sexisme. Et l'actualité récente nous offre une polémique très éclairante à ce propos. En Espagne, en avril dernier, le ministère de l'Égalité a déconseillé l'usage scolaire des contes traditionnels, soutenu en cela par l'Institut de la Femme et certains syndicats. Ils ont publié une plaquette d'informations destinées aux enseignants afin de lutter contre les préjugés sexistes et les représentations héritées d'une société patriarcale. Le journal El País, dont vous avez le titre à l'écran, le journal El País du 10 avril 2010 évoquait sur 2 pages une collision frontale entre le politiquement correct et la tradition orale. Le ministère de l'Égalité déconseille particulièrement les contes anciens, car porteurs d'un sexisme dangereux. À la porte donc, Grimm, Perrault et quelques autres. Ce n'est cependant pas l'avis de tout le monde en Espagne, vous vous en doutez, et notamment c'est le cas de Felicida Ortín, qui est éditrice et féministe espagnole, et qui va jusqu'à affirmer, je la cite, « Les stéréotypes qui apparaissent dans les contes ne sont pas sexistes, puisque les personnages féminins, bons ou méchants, ont un rôle important et parfois le plus important. »
On remarquera que les dernières héroïnes de Disney, puisqu'on parle de contes, je crois qu'immanquablement on évoquera Disney. Je parle ici de la chinoise Mulan ou de l'afro-américaine Tiana dans le dernier Prince Grenouille de 2009. Ces héroïnes ont un peu changé par rapport aux anciens modèles. Mulan se déguise en garçon pour vivre l'aventure et Tiana crée son propre commerce pour subvenir à ses besoins. C'est El País qui titrait « Les princesses se mettent à travailler ». La polémique espagnole dont je vous parle fait écho en fait tardivement à un vieux débat commencé dans les années 70 déjà aux États-Unis. Deux chefs de file à cette empoignade autour des contes et deux femmes. Alison Lurie et Marcia Lieberman. Marcia Lieberman publiait un article intitulé « Un jour mon prince viendra », dans lequel elle montre que les contes les plus lus et les mieux connus, ceux popularisés par Disney, conduisent les petites filles à entrer dans les rôles féminins les plus traditionnels. Elle évoque notamment un ressort assez fréquent de l'intrigue, le concours de beauté, où la plus belle, forcément la plus gentille, n'a rien d'autre à faire qu'attendre d'être choisie. Au contraire, Alison Lurie voit dans les contes un genre subversif, où il est question de sexe, de violence et de mort, mais surtout des récits où les héroïnes prennent l'initiative. Par leur contenu, mais aussi leur origine, dit-elle, ces contes traditionnels sont une littérature de femmes, puisque ce sont elles qui les ont inventés et transmis oralement durant des siècles, alors que les hommes accaparaient la littérature écrite. Lurie s'insurge donc contre les versions expurgées et censurées dont on abreuve les enfants, sous prétexte de leur fournir un matériau narratif exempt de violence et de situations troublantes. Elle souhaite, par ailleurs, que l'on ne réduise pas les contes à Cendrillon et Blanche-Neige, peu représentatifs, dit-elle, de l'ensemble des textes offerts par le folklore. Le rejet des contes traditionnels me paraît en effet une attitude regrettable, car elle résulte d'un jugement a posteriori, fondé sur quelques versions affadies, propagées par des dessins animés. Je voudrais aussi rappeler que plusieurs textes, souvent les plus connus aujourd'hui, expriment une vision en avance sur l'époque dont ils nous arrivent. Dans Blanche-Neige, Cendrillon ou La Belle au bois dormant, le couple se constitue sur base de l'amour et se fonde sur le consentement des deux partenaires. C'est une vision assez récente des relations entre les sexes, même en Occident. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont pu apparaître un temps comme l'expression d'un idéal aux yeux de leur public d'origine. Ma proposition serait donc plutôt de ne pas jeter l'anathème sur des textes essentiels de la culture populaire, mais de les faire connaître dans leur version authentique et de les analyser en montrant justement quels stéréotypes ils peuvent véhiculer. Dans un deuxième temps, on pourra alors s'amuser à observer des versions détournées et actuelles pour ensuite s'essayer même peut-être à créer des versions nouvelles, notamment en inversant les rôles sexués. On renverra donc les Espagnols à la version moderne du petit chaperon rouge donné par une grande écrivaine espagnole qui est Carmen Martín Gaité. C'est le petit chaperon rouge à Manhattan, c'est traduit en français. Et on renverra tous les francophones aux ouvrages sans cesse réédités de Philippe Dumas, Roald Dahl, Grégoire Solotareff, qui proposent aux enfants et aux grands des versions nouvelles et surprenantes des vieux textes. Les contes à l'envers, un conte peut en cacher un autre, ou anti-conte de fées. Et j'en viens donc au roman. Le marché du roman pour la jeunesse a presque toujours connu, comme celui des jouets, une différenciation entre les sexes. Apparue en Suède après les années 50, la fusion des deux publics
n'a duré en France ou dans le domaine francophone qu'à peu près 25 ans, c'est-à-dire de 1972 à 1998, si l'on peut en croire Marie Lalouet, qui est éditrice et spécialiste des questions éditoriales, notamment à travers des écrits sur la littérature de jeunesse. C'est l'apparition de la revue Julie, adressée aux 8-12 ans, créée par les éditions Milan en 1998. C'est l'arrivée de collections comme Cœur Grenadine, Grand Galop, Danse ou Toi plus moi égale cœur, qui marquent le retour à une séparation des publics. En tout cas, dans le domaine de la presse et des séries les plus commerciales. Cette évolution ne manquera pas de surprendre dans un contexte éditorial marqué par la très forte présence féminine, tant du côté des auteurs que des prescripteurs de littérature. Marie Lalouet donne 2 explications à ce phénomène qui peut être vécu comme une régression. D'abord, selon elle, l'évolution du roman pour adolescents aurait fait que la littérature de l'intime aurait pris le pas sur ce qu'elle appelle le roman du lointain. Or, et je la cite, elle dit « On connaît le peu d'empressement des garçons pour le premier type de roman, à savoir la littérature de l'intime. » Cela aurait conduit, dit-elle, le roman pour adolescents à une spécialisation progressive vers un public féminin. On aurait donc redécouvert peu avant 2000 que les 2 publics sont différents, ce qui, selon Marie Lalouet, est une évidence. La deuxième raison qu'elle annonce, c'est l'évolution des maisons d'édition, où le marketing moderne est apparu et a pris beaucoup plus d'influence dans le cours des années 90. Et elle dit, cibler les filles, c'est bien partir non plus de l'offre romanesque, mais d'un public sélectionné. C'est une démarche marketing. Or, et je la cite encore, elle dit, en termes de marketing éditorial, les filles sont une catégorie en soi, les garçons, non. On peut donc se demander si cette séparation fille-garçon, lorsqu'elle existe, n'est pas un signe clair de distinction entre, et excusez-moi d'être un peu caricatural, entre le commerce et l'art, entre une édition centrée sur la demande avec des ouvrages de commande et une édition axée sur l'offre de texte, mais spontanément. Marie Lalouet parle ouvertement d'une édition à 2 vitesses. Et on en revient à la distinction que je faisais en commençant. On sait d'ailleurs que certains termes existent pour désigner le roman spécialement destiné aux filles. Les Québécois parlent de chick lit, littéralement littérature de poulette, alors que les Allemands utilisent l'expression Backfisch Roman depuis la fin du XIXe siècle. La définition de Backfisch au sens premier, c'est petit poisson à frire, et au sens figuré, jeune fille. Je ne m'étendrai pas sur la péjoration qui peut être attachée à de telles formulations. Alors j'en viendrai au contenu des romans, dans une optique chronologique. Et lorsque l'on considère la littérature de jeunesse dans son ensemble, il y a un point de départ. Et on pourrait dire que c'est le personnage de Fifi Brindacier, qui fait sans doute office de symbole. La petite héroïne d'Astrid Lindgren a 9 ans, et toute l'audace que l'on n'accorde pas aux filles de son âge en 1945. D'ailleurs, la traduction donnée par Hachette en 1900 Donc la première traduction donnée par Hachette en 1951 s'autorise quelques aménagements, dirais-je entre guillemets, pour édulcorer le contenu des aventures de la demoiselle au long bas. Rien que le premier titre français, vous le voyez, est déjà assez différent de l'original, Mademoiselle Brindacier. C'est ce même écart que reconnaît dans son préambule la première traduction non censurée, dirais-je, qui date seulement, tenez-vous bien, de 1995. Et je cite,
On reprochait au texte français quelques libertés par rapport au texte suédois, des atténuations, un ton un peu trop sage et trop policé. Il faut dire que la hardiesse de Fifi détonnait d'autant plus qu'elle émanait d'une fille dotée, remarquons-le, de qualités aux accents très virils, comme la force physique exceptionnelle. Cela signifiait-il que, comme le craignait Henriette Zouguebi en 2001, à la petite fille modèle allait succéder le garçon manqué? Pas vraiment. Je rappellerai, toujours dans un parcours historique rapide, le rôle novateur des Américaines et des Suédoises dans les années 70, en donnant deux exemples. Judy Blume, avec Forever en 1975, traduit 10 ans plus tard en français, défend la liberté sexuelle des filles à une époque où elle n'est pas du tout acquise. Et Gunnel Beckman, suédoise et féministe, en 1973, revendique la liberté de contraception et d'avortement dans un roman qui sera traduit en France en 1976, peu après la loi Veil. C'est Déchirer le silence. Beaucoup plus tard, en 2004, en ouverture de son essai intitulé « Le temps des filles », Isabelle Smadja évoque les convictions et les choix revendiqués par des auteurs comme Roald Dahl, Susie Morgenstern, Anne Fine, Louis Sachar, tous préoccupés d'éviter les stéréotypes et les images inégalitaires. Filles intrépides et garçons tendres, c'est pas de moi, c'est un titre d'Isabelle Smadja, sont aujourd'hui assez bien représentés dans les meilleurs romans pour adolescents. Est-ce à dire que le roman pour la jeunesse est depuis longtemps exempt de tout sexisme? Loin de là, très loin de là. C'est ce qu'a voulu démontrer Hélène Montardre, qui est par ailleurs auteur pour la jeunesse, auteur de romans. Hélène Montardre, dans une thèse datée de 1999 et intitulée « L'image des personnages féminins dans la littérature de jeunesse française contemporaine de 1975 à 1995 ». Elle s'est concentrée sur un corpus de 250 titres parus entre 1975 et 1995 et elle aboutit à un constat assez négatif. La conformité, les clichés, les stéréotypes sont bien au rendez-vous. Même si, remarque-t-elle, particulièrement dans les années 75 à 85, elle observe un discours sur l'égalité des hommes et des femmes qui reflète certains changements de mentalité survenus dans ces années-là. En s'intéressant par exemple au statut des personnages adultes, elle a pu montrer combien les femmes étaient privées d'un statut valorisant. Elle constate d'abord que les personnages féminins sont très présents dans deux domaines, les soins et l'écriture. Mais, dit-elle, ce sont les hommes qui sont écrivains, les femmes écrivent. De même, alors que les hommes sont médecins, les femmes soignent. La question qu'on peut dès lors se poser, au-delà de ce constat, c'est évidemment celle des rapports entre fiction et réalité. Mais hélas, Hélène Montardre ne peut vérifier si ces résultats dans le roman correspondent à une situation qui serait celle-là dans la société réelle. Hélène Montardre analyse aussi l'image des filles dans la majorité de ses romans comme le produit d'un regard masculin, qu'elle appelle le regard de l'autre. L'autre, c'est forcément le masculin. Dans leur aspect physique, dit-elle, les personnages féminins se répartissent entre fées et princesses, majoritaires, et anti-fées. Et leur psychologie est marquée par la passivité, par un comportement attentiste. Ce regard de l'autre procède tantôt d'une focalisation par un personnage narrateur masculin, tantôt plus simplement de l'écriture par un auteur masculin. Le personnage féminin était donc le plus souvent construit selon des critères machistes, si on en croit Hélène Montardre. Mais je viens de dire « était », car je crois pouvoir affirmer que depuis 1995, les choses ont commencé à changer, ont continué d'évoluer et continuent de le faire. Je dispose moi aussi de quelques données sur le roman pour la jeunesse à travers une thèse portant sur 247 titres
publié chez quatre éditeurs, dit-on légitimes, dira-t-on légitimes, et durant les 4 dernières années du XXe siècle. Avec donc les années 97-2000, je me trouve avec un corpus qui couvre une période qui suit exactement celle analysée par Hélène Montagne. Avec une différence, c'est que je n'ai ici que des collections choisies parce que très bien notées par les prescripteurs. Plusieurs romans de mon corpus sont consacrés à l'évolution des droits et libertés des femmes et leur ensemble trace comme une espèce de progression chronologique. Dans le livre de Catherine de Karin Cushman, on a droit à la situation des filles au Moyen-Âge. Dans Shabanu de Suzanne Fisher-Staples, on voit un Pakistan rétrograde. Dans Solo de Régine de Tombelle, on voit le statut d'une artiste du XIXe siècle. Un petit cheval et une voiture d'Anne Perry-Bouquet, ce sont les années 40. Sans honte et sans regret de Marie Brantôme, on est en 1960. Pour compléter cette ligne du temps, on pourrait revenir très près de nous aujourd'hui, en 2003, avec un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qui s'intitule « Des filles et des garçons ». On croirait le titre inventé pour notre journée d'aujourd'hui. Ce sont les éditions Thierry Magnier qui publient en collaboration avec l'association Ni pute ni soumise. L'objectif annoncé ici est de lutter contre le machisme, les clichés sexistes et les discriminations sexuelles dans des lieux où l'égalité des sexes et la liberté des femmes sont aujourd'hui en régression. Une donnée objective fréquemment observée par les spécialistes, et elle l'était par Madame Dafnon-Novel dans l'album, est celle de l'identité des héros. Dans mon corpus de thèse, le héros reste le plus souvent un garçon. 55% de garçons. Parfois une fille, 32%, quelquefois les deux pour le reste. Alors que 45% des titres ont une auteure. Remarquons aussi que cette préférence pour un héros masculin s'exerce, donc continue de s'exercer dans un contexte où le lectorat est majoritairement féminin. On pourrait aller voir ailleurs, et par exemple en Allemagne ou en Espagne avec Teresa Colomer, qui a étudié les années 77-90, tout genre confondu, et qui aboutit à constater 58% de héros masculins. Heinrich Kaulen, en Allemagne, en 1999, dit que le nombre des filles est en constante augmentation et qu'on est en train de franchir, la barre des 50%. La confrontation des données disponibles permet donc de confirmer une évolution positive, une évolution lente mais constante. Et il semble finalement que, à peu près dans toutes les aires géographiques, le rattrapage soit en cours. Dans Le Temps des filles, Isabelle Smadja analyse 3 chefs-d'œuvre récents, dont 2 où le meilleur rôle est tenu par une fille. Une fille qui ne choisit ni l'amour ni la maternité, car son destin est ailleurs. C'est la Kira de Lois Lowry dans L'Élu ou la Lyra de Philippe Pullman dans À la croisée des mondes. Elles ont mieux à faire que de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. On pourrait être préoccupé par le contenu du roman pour adolescents aussi, et c'est une recherche que Danielle Thaler, québécoise, et Alain Jambard, français, ont fait. Ils ont comparé 3 grandes œuvres québécoises qui jalonnent le XXe siècle. La trilogie des Émilie de Lucie Maud Montgomery dans les années 20, le cycle des Rosannes de Paul Daveluy dans les années 50-60, et la trilogie, que vous connaissez sans doute, des Marie-Lune de Dominique Demers dans les années 90. Cela les a conduits à un constat peu encourageant concernant le personnage féminin créé par Dominique Demers au début des années 90. Et je les cite. « L'héroïne se contente de répéter un modèle parental forgé autour de la relation mère-fille, avec cette différence que la mère de Marie-Lune travaillait. Les seuls rites d'initiation du personnage adolescent seraient alors d'ordre sexuel, la seule forme d'insertion serait sentimentale et l'intégration de cette adolescente se résumerait à la maternité. On ne peut alors s'empêcher de se demander si le modèle assumé par ces romans des années 90 ne représente pas une régression par rapport aux œuvres précédentes de Daveluy et Montgomery.
La spécialiste québécoise et son collègue français en sont venus à s'interroger sur la différence entre le roman rose adressé aux femmes et ce qu'ils dénomment le roman pour adolescentes. Et ils se posent la question, ils la formulent comme suit: le roman pour adolescentes peut-il éviter de céder à la tentation du roman sentimental ou à l'eau de rose, dont Delhi, Barbara Cartland et la collection Harlequin restent les figures de proue? Leur conclusion est sans appel. Le prince charmant a encore de beaux jours devant lui. Alors j'ai voulu approfondir cette question et j'ai voulu procéder à une vérification en me fondant à la fois sur les romans de mon corpus de thèse, donc des romans qui sont dans les années juste avant 2000, et d'autre part des romans de la collection Harlequin. Je me suis aussi appuyé sur des travaux qui ont été faits sur cette fameuse collection Harlequin par Françoise Elgorski et Bruno Péquignot. Alors c'est vrai qu'il y a quelques points communs entre les romans pour adolescents du corpus et ces romans roses. Notamment, la liaison indispensable entre sexualité et sentiment, la vision du bonheur à deux comme une espèce de norme sociale et une condition à l'épanouissement personnel, la forte présence de la sensualité et l'attention aux manifestations physiques du sentiment amoureux, mais aussi la mise en scène de filles entreprenantes. Voilà sans doute de quoi voir une parenté entre les deux ensembles. Pourtant, une chose qui m'a frappé en lisant ces deux corpus contrastés, c'est que j'ai rencontré dans les romans pour adolescents des filles qui étaient beaucoup plus délurées que leurs aînés du roman rose. Dans les romans pour adolescents, le point de vue féminin est majoritaire pour les scènes de première relation sexuelle, alors que le masculin l'est pour les scènes de premier baiser. Faut-il y voir un signe de la précocité des filles? J'en sais rien. On rencontre aussi bon nombre de demoiselles très entreprenantes, comme dans Mal de mer de Sandra Georges, Tu préfères ton père ou ta mère de Claire Larossini, Sac de nœuds de Jean-Jacques Buzinot. Assez souvent, elles semblent même beaucoup plus expérimentées que leurs partenaires masculins. C'est d'ailleurs tout à fait évident pour L'or de Serge Pérez, Le cirque de la lune de Vincent de Swart ou La passante de Pierre Pelot, où elle joue le rôle d'initiatrice. Des différences plus fondamentales apparaissent par ailleurs, et elles sont nombreuses, je ne m'étendrai pas sur ce point. Je voudrais terminer en vous parlant d'un genre qui est probablement le genre peut-être le plus problématique dans le roman, c'est le roman historique. Alors le roman historique, il est revenu en force dans les catalogues depuis une dizaine d'années, et il n'est pas sans poser quelques problèmes quant à la représentation des rôles entre garçons et filles, hommes et femmes. Des problèmes directement liés aux contraintes propres au genre littéraire, comme on va le voir. Un phénomène concomitant avec ce retour du roman historique, c'est le retour de la distinction entre public féminin et masculin. On a notamment des séries spécialement conçues pour les filles et centrées sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Je citerai par exemple Les Colombes du Roi Soleil d'Anne-Marie Desplat-Duc. Il y a encore Marie-Antoinette ou Lady Grace, mais je ne m'étendrai pas. Parce que je voudrais revenir au problème fondamental du roman historique. Comment, pour un auteur, concilier la vérité scientifique historique avec les attentes du lecteur actuel? Pour les auteurs, le choix d'un héros féminin revient à assumer une contradiction difficile entre, d'une part, l'exactitude documentaire nécessaire dans un genre qui se réclame de l'histoire, et d'autre part, la demande de modèles littéraires conformes aux valeurs d'aujourd'hui. En d'autres termes, comment faire pour sortir du dilemme entre vérité historique et égalité qu'on pourrait qualifier d'anachronique dans un roman historique? Que va-t-on voir dans le roman pour la jeunesse? Eh bien, on va rencontrer donc souvent des filles et des femmes qui sont en rupture avec les canons de leur époque. Même si le modèle de la jeune fille rebelle en délicatesse avec les usages de son temps n'est pas toujours très plausible. Gana Ottvar van Praag, spécialiste du roman pour la jeunesse, parlait en 1999 de féminisme rétrospectif, pour désigner cette volonté de revoir le rôle des femmes dans un sens acceptable pour nos mentalités actuelles. Dans un autre sens, certains affirment aussi que le discours machiste des historiens
les historiens hommes du 19e et du 20e, à minimiser l'importance historique des femmes, notamment sous l'Ancien Régime et la Révolution. Par exemple, en escamotant le rôle important joué par certaines personnalités illustres. On sait aussi que l'histoire des femmes et le féminisme ont influencé le roman pour la jeunesse. C'est ce qu'affirmait la Québécoise Suzanne Pouliot, pour qui le mouvement féministe a eu pour effet de faire surgir de l'ombre des personnages féminins considérés longtemps par l'histoire officielle comme des personnages sans intérêt ou du moins marginaux. Et pourtant, le roman historique pour la jeunesse va dépasser toutes les attentes des historiens dans ce domaine en inventant des héroïnes qui bousculent tous les usages de leur temps, et je vous donnerai 3 exemples de romans pour l'illustrer. Et d'abord un très beau cas de rébellion contre les interdits machistes. Dans Le Messager d'Athènes, publié en 85, la sœur du héros est, comme toutes les jeunes filles athéniennes, confinée au gynécée et réduite à des tâches subalternes. Et elle craint plus que tout d'être, je cite, choisie pour tisser le péplos d'Athéna. Son frère ne nie pas ses qualités et pense parfois, je le cite aussi, qu'elle mériterait d'être un garçon. Elle outrepasse d'ailleurs tous les interdits pour embarquer clandestinement à bord du bateau qui emmène son père et son frère en exil. Certains personnages du roman d'Odile Lertz vont nuancer cette vision très noire du statut des femmes à Athènes, cédant parfois à un optimisme qu'on pourrait qualifier d'excessif. Nos lois ne sont pas éternelles. En d'autres pays, les filles connaissent un sort différent. On pourrait penser à l'époque à l'exception de la ville de Sparte. Les garçons du roman ont bien du mal à accepter que Chrysilla ait pu apprendre à lire, écrire et compter. Et le héros lui demande « Ma pauvre fille, comprends-tu un seul mot de ce que tu racontes ?» Alors que son ami s'étonne « Ô Zeus, ô tous les dieux du ciel, je vois un prodige plus stupéfiant qu'une pluie d'or, qu'une jument accouchant d'un lézard, qu'un olivier poussant en 10 jours. Je vois une fille qui pense. Si grande est la puissance de Zeus que bientôt nous entendrons les animaux eux-mêmes réciter de la géométrie. Le dernier mot sera pour le philosophe de service, on est dans un roman sur la Grèce antique, le philosophe qui clôt la polémique en prenant une position pour le moins anachronique. C'est vous les garçons qui êtes insensés, les femmes doivent cesser d'être ignorantes et aller à l'école comme les garçons. Deuxième exemple, dans lequel les auteurs, on va le voir, l'auteur mobilise un amusant subterfuge pour donner à son héroïne la liberté qui lui manque. C'est le travestissement. Un motif présent dans nombre de récits pour la jeunesse, notamment dans L'Or des songes de l'espagnol José María Merino, avec donc ici un original espagnol de 86 traduit en 89. Juan, alias Juan, y explique très clairement ses motivations, valables au Mexique des conquistadors, comme en d'autres lieux et en d'autres temps. Je me déguisais en garçon, dit-elle, car dans la vie des grands chemins, comme dans tout autre domaine de cette vallée de larmes, les hommes ont plus de défense et d'occasion que les femmes. Plus proche de nous, dans le temps, la jeune héroïne du Souffle des Marquises, publiée chez Naïve en 2008, semble devoir tout connaître. L'industrialisation, l'urbanisation de Paris, les expositions universelles, la guerre de 70, la Commune, et même l'immigration aux États-Unis. La superbe couverture de Miles Hyman ne laisse pourtant pas de doute. Cette Éléonore, née de l'imagination de Muriel Bloch et Marie-Pierre Farkas, sera bien musicienne, malgré le refus de son père. Celui-ci, le père, tente en vain de détourner sa fille de 10 ans de cette passion pour la musique, condamnable selon lui chez une femme, alors qu'il est pourtant lui-même musicien. Il expédie donc à Paris pour y apprendre le métier de la blanchisserie. Mais ce qu'il ignore, c'est que pas loin de l'atelier tenu par sa sœur et son beau-frère s'est installé un certain Adolphe Sax, qui fabrique de curieux instruments. Le parcours de la jeune fille est jalonné de chocs frontaux avec le machisme ambiant dont elle ne sort pas toujours indemne. C'est ainsi qu'elle en vient à se déguiser en garçon pour se faire engager dans la fabrique de Monsieur Sax. La solution passe donc ici aussi par le motif littéraire du travestissement, quasi forcé pour donner aux lectrices et aux lecteurs un support d'identification acceptable.
dans un contexte ancien où tout est interdit aux filles. Pour Éléonore, comme pour d'autres jeunes héroïnes, se travestir devient donc un acte de résistance, enfreindre les codes pour contourner le machisme. Subterfuge pour éviter l'anachronisme, le travestissement conduit pourtant justement à une autre transgression, si l'on prend en compte les réflexions de Nicole Pellegrin, spécialiste de l'histoire du vêtement. Elle parle de transvestisme, empruntant le terme à l'anglais. Elle explique que le transvestisme, dans un monde régi par la hiérarchisation des sexes, est un tabou. Ce tabou se fonde sur un interdit religieux de l'inversion des habillements, qui est présente notamment dans le Deutéronome. Si une femme s'habille en homme, elle commet donc un péché mortel. Et le comportement masculin des femmes est donc toujours jugé négativement. Je voudrais terminer en posant une question, à mon avis, fondamentale pour la réflexion. En filigrane de cet exposé, c'est un autre débat qui apparaît, en fait, et qui devrait nous amener à nous interroger sur la fonction de la littérature de jeunesse et sur notre rôle, à tous ici, de prescripteurs. Je formulerai cette question comme suit. La littérature de jeunesse peut-elle, doit-elle précéder les évolutions et fonctionner donc comme un instrument de transformation sociale, ou peut-elle se contenter de refléter de manière critique l'état de la société dont elle est le produit? Je ne trancherai pas entre ces deux options car je crois qu'elles ne s'excluent pas. Pour répondre, je voudrais constater que la littérature de jeunesse propose des œuvres qui rencontrent ces deux attentes et depuis longtemps. S'il s'agit de provoquer des changements, on pourrait rappeler que la littérature de jeunesse propose des chefs-d'œuvre comme Fifi Brin d'Acier dans les années d'après-guerre, des albums comme ceux d'Anne Bozelec et de Christian Bruel dans les années 70, ou les romans de Chris Donner et ceux de Valérie Daire dans les années 90. Ces œuvres audacieuses dans leur représentation des filles et des femmes ont toutes triomphé avec le temps et se sont imposées comme des classiques d'aujourd'hui. Quant à refléter réalistement l'état de la société, on soulignera combien le roman pour adolescents est actuellement critiqué pour son réalisme excessif. Et on remarquera que c'est aujourd'hui dans les collections pour adolescents que certains auteurs choisissent de publier des textes militants. Je pense par exemple à Jeanne Benhammer et à son Ramadan de la parole, publié chez Actes Sud Junior en 2007 et que je vous recommande particulièrement. Je vous remercie.